midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes là ? Ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication. Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à la Croix. Bonjour. Et bonjour. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Merci d'être avec nous. Nouveau refus d'obtempérer au Chesnay. Cela, visiblement, se reproduit un peu trop souvent. Vous avez peut-être vu les images effrayantes de ce policier qui a été grièvement blessé. On va revenir évidemment sur ce qui se passe à Matignon. Barnier est bien en peine, Michel Barnier, est bien en peine de composer un gouvernement, et puis l'affaire des beepers au Proche-Orient. Beaucoup de sujets avec vous. Coup de cœur, coup de gueule. Jean-Pierre, on commence avec vous. Hier, c'était mercredi, journée des sorties en salle. Vous êtes allé au cinéma. Je me suis précipité voir La graine du figuier sauvage. C'est un film qui est vraiment très prenant. Il y a un cinéma iranien qui est extraordinaire. C'est une très grande civilisation. On l'oublie parce que on voit que les mollahs, mais c'est une civilisation qui a existé avant eux. Et quand on sort de ce film, on se dit que cette civilisation existera heureusement après eux. Donc c'est un film qui donne finalement, qui est à la fois très violent et qui donne beaucoup d'espoir. Il y a une jeune génération en Iran qui ne croit plus du tout dans les fadaises d'un régime totalitaire. C'est aussi assez frappant, c'est-à-dire là c'est les mollahs, mais au fond c'est pas très différent du régime de n'importe quel autre régime totalitaire. On pense au communisme évidemment. Il faut quand même rappeler aussi, et c'est pour ça que c'est un coup de cœur aussi, c'est que le cinéaste le réalisateur est en exil en Allemagne. Les 3 actrices principales qui sont formidables ont dû aussi quitter l'Iran, donc ils payent, ces gens-là, un prix très très fort. On a vraiment peine à croire qu'on puisse encore tourner en Iran. Ils tournent de manière clandestine. Et ça aussi, c'est un signe d'espoir. C'est-à-dire que le régime n'arrive pas complètement à contrôler. Ils peuvent encore, avec évidemment des risques énormes, tourner. Il y a vraiment des scènes en extérieur. Donc ils ont réellement tourné dans Téhéran. Ils ont tourné dans les profondeurs de l'Iran. Et donc ça aussi, ça donne espoir. Il y a quand même pas mal de films qui sortent. Il y a eu le film irano-israélien Tatami, là, qui est sorti aussi récemment. L'histoire d'une sportive à qui on ordonne de prétendre qu'elle est blessée pour ne pas risquer d'affronter une championne israélienne. C'est un film aussi extrêmement prenant. Enfin, vraiment chapeau les cultureux iraniens. Franchement, c'est pas une promenade de santé pour eux. Non, ce qui est dommage, c'est qu'on ait cru précisément, qu'un certain nombre de gens, et notamment en Occident, aient cru précisément à ces fadaises. À un moment en 79, lorsque l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, il a été encensé. Il a été encensé. Donc maintenant, on a mis 40, 50 ans à découvrir que c'était pour certaines personnes, pas pour moi, pour certaines personnes, pour moi, c'est pas une surprise. Ce régime est un régime épouvantable qui a tué vraisemblablement des milliers de personnes. On n'en parle pas beaucoup. On en parle lorsqu'il affronte Israël, notamment, et puis lorsqu'il soutient, évidemment, la cause palestinienne. Mais sur le régime lui-même, il faudrait quand même avoir une enquête. Et ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'il tombera, tous les coupables de ces meurtres, de ces assassinats, de ces milliers de personnes qui ont disparu, ne seront vraisemblablement pas jugés. Voilà. Mais il tombera. Et moi, j'ai envie de dire, vous avez raison de rappeler les origines de ce régime. Si j'ose dire, ils ont été, les Iraniens, en avance dans l'islam politique devenu ce totalitarisme que l'on vient d'évoquer. Quand on regarde ce genre de film, on se dit qu'ils sont aussi en avance sur la sortie de cette propagande. Visiblement, ils n'y croient plus du tout. Et quand le régime iranien tombera, mais il tombera, évidemment, tous les régimes totalitaires finissent. Et quand le régime iranien tombera, je peux pas dire quand, évidemment, ça aura aussi un effet d'entraînement global. Et moi, je suis assez optimiste, malgré les signaux, évidemment, horribles que l'on voit tout le temps. Moi, je suis pas optimiste, mais moi, pour le coup, je le suis Jean-Christophe assez parce Gallien. que ce que vous dites là, pour le coup, sur l'aspect culturel, et sont des défaites à répétition pour un régime qui est vraiment à bout de souffle à l'interne. C'est-à-dire que pour le coup, on s'en rend pas compte parce que finalement, on met jamais la lumière
Et on est très complices. Je pense à plein de complicités. Je pense aux complicités des femmes qui défendent les femmes et qui oublient souvent ce qui est à l'œuvre en Iran, comme en Afghanistan d'ailleurs, entre parenthèses, et s'intéressent davantage, peut-être c'est important ce qui se passe ici. Il y a des acteurs géopolitiques qui ont oublié qu'effectivement, oui, à un moment donné, il y a une puissance géopolitique régionale très forte. On maintient cette idée aujourd'hui. La preuve, c'est que l'Iran a vendu des missiles à la Russie aujourd'hui, donc en capacité réelle, pour le coup, le régime est encore en capacité réelle de faire du commerce. C'est vraiment à la base, au-delà de la religion, c'est quand même son activité principale. Il faut se rappeler quand même que une partie de cette équipe est très riche, parce que c'est du commerce de toute nature, entre différents types de trafic, jusqu'à la mer Méditerranée avec le Hezbollah en lien. Donc et entre l'Afghanistan et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a quand même quelque chose qui est à l'œuvre, mais qui, de fait, graduellement perd tous les jours. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est encore une puissance régionale, c'est encore un acteur très important dans l'équilibre régional, et le principal changement dans cette zone, si jamais il n'y a pas d'intervention ni américaine ni européenne, mais qu'on laisse faire un petit peu la société iranienne et qu'on essaie de manière habile de contraindre ce régime, ça sera le vrai changement, non pas simplement de la région, mais d'une grosse partie de l'équilibre géopolitique européen, eurasiatique, et donc une partie du géopolitique mondial qui bougera. Et donc cet endroit-là est majeur aujourd'hui pour favoriser l'équilibre. Si le régime se maintient, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous Européens et pour une partie de cette zone géographique. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. Et évitons par contre ce qui s'est passé pendant des années, la solution irakienne qui aujourd'hui quand même appartient à l'Iran, et toutes ces choses-là. Il faut laisser la société iranienne et l'accompagner dans cette bagarre, qui est une bagarre d'abord interne. Le régime se maintient et il va se maintenir à court terme. Évidemment, il n'y a aucun signe d'un effondrement du régime, mais il tombera. Il tombera. Il est à bout de souffle. Quand le communisme est tombé, personne n'avait vraiment prédit qu'il tomberait, mais quand ces régimes sont complètement vermoulus, à un moment donné, c'est fini. Voilà. Puis alors, pour ne rien vous cacher, j'ai repensé aussi à ce député LFI qui disait que le voile, c'était comme le rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques jours. En sortant de ce film, je me disais, mais comment on peut tenir des propos pareils? Alors peut-être que pour des jeunes filles, c'est vrai, il peut y avoir des jeunes filles en France qui, pour qui le voile c'est comme le rouge à lèvres, c'est bien possible en fait qu'il ait raison sur sur la réalité de ces décisions de ces jeunes filles. Sauf que évidemment c'est un problème d'une toute autre nature qui est derrière, et aller donc dire ça à des jeunes femmes iraniennes, évidemment la réponse sera cinglante. Ou afghane. Oui, évidemment. Aussi à l'Afghanistan. Un mot, Jean-Luc? Oui. La société iranienne est extrêmement multiple. L'Iran, c'est plusieurs communautés très différentes selon les régions de l'Iran. J'apprends rien aux connaisseurs par rapport à cela. Évidemment que ce régime tombera, mais les dictatures, ça tient toujours plus longtemps qu'on ne le pense. Mais c'est tous les jours, et on le voit notamment avec les femmes iraniennes, beaucoup de femmes iraniennes, il y a des images de résistance réelles, qui d'ailleurs sont qu'on ne répercute pas beaucoup en Occident, mais on les voit quand même. C'est-à-dire que, à un moment donné, la société, c'est une société extrêmement éduquée. Elle l'était déjà, et même avec les mollahs, elle continue à être extrêmement éduquée. Donc à ce niveau-là, à un moment donné, tout ça tombera. Je le dis, je le répète, parce que selon les régions iraniennes, les résistances sont différentes entre les villes et les campagnes, mais entre les différentes régions, mais il y a une vraie résistance. Et je m'excuse, mais les féministes sont très nombreuses en Europe et en Occident. Les féministes françaises aussi. Comment dire qu'elles ne s'attaquent pas, elles aussi, quelles qu'elles soient, au régime iranien? Parce que c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Bien sûr que non, c'est pas la réalité. Vous avez beaucoup de féministes de gauche qui parlent des femmes afghanes et qui parlent des femmes iraniennes. Moi, j'en vois pas beaucoup. Non. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. C'est juste. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On se retrouve ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain et chroniqueur à La Croix, et Jérôme Dubu, membre du pôle ID d'Horizon. On va revenir sur cette attaque au beeper et au talkie-walkie au Liban contre les membres du Hezbollah. On va parler évidemment de la composition du gouvernement. Là, à l'instant, on nous apprend
apprend que le Premier ministre a convoqué une réunion à 15h. Il va réunir les formations politiques consultées en vue de la formation rapide, je mets des guillemets, d'un gouvernement. Voilà, allez, on y va. Ça va être bon. Et puis, nouveau refus d'obtempérer. Quelle solution, que faire? On l'a déjà évoqué ici, mais visiblement les accidents, les drames se multiplient et on ne sait pas bien comment faire. On continue notre tour de table sur vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jean-Luc, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. Bon, ça a été difficile de choisir parce qu'à chaque fois que j'en choisissais un juste avant l'émission, ça avait été traité déjà, voilà. Était déjà pris. Bon, d'accord. Okay. Alors, j'ai été pas si loin que ça. C'est sur les réacteurs de nouvelle génération nucléaire qui s'appellent EPR. Enfin, nouvelle génération, elle commence à être ancienne, la génération. L'EPR de Flamanville, puisqu'il s'agit de celui-là, devait démarrer en 2012. Et il devait coûter d'ailleurs 3 milliards. Nous sommes en 2024. L'EPR de Flamanville ne marche toujours pas. Il a commencé à démarrer, puis s'est très vite arrêté une journée après, puis après une semaine après. Il a coûté, c'est plus 3 milliards, c'est 19 milliards d'après la Cour des comptes. Voilà. Alors, certes, à un moment donné, peut-être que cet nouvel outil nucléaire va sans doute marcher, mais dans le côté financier et de production énergétique, c'est pas terriblement brillant. Voilà. Je voulais y revenir parce que il va redémarrer peut-être dans les semaines qui viennent, parce que c'est des éléments de démarrage pour l'instant où il y a quelques erreurs. Mais déjà, on sait que rien que sur l'histoire du couvercle qui se met au-dessus du réacteur, il faudra le changer dans un an. Voilà. Tout ça n'est pas très brillant, même si un jour ou l'autre, sans doute, il marchera. Ouais, bon. C'était un coup de gueule contre quoi, alors? Parce que j'ai pas très bien compris. Contre le réacteur, contre la politique, contre la Belgique, contre la politique de relance du nucléaire en France, dont on attend des productions qui sont absolument utiles, sans doute, pour la France, qui, en tout cas, c'est ce qui se dit. C'est pas très probant. D'accord. Non, mais ça passe pas seulement par l'EPR, hein. Ah si, ça ne passe plus que par l'EPR. Excuse-moi. Pas par l'EPR génération Flamanville. On a fait des progrès depuis. Ah oui, lesquels? Bah oui, on est capable de faire des mini EPR qui coûtent beaucoup moins cher. Non, pour l'instant, on n'est pas du tout capable de faire des mini EPR. C'est une invention, ça. Non, c'est pas du tout une invention. Pour l'instant, c'est au stade de l'invention. Non, absolument pas. Ah bah si, bon, on va pas, voilà, moi je ne suis pas spécialiste. Non, mais l'antinucléaire se réveille chez notre ami. Alors, non, il ne se réveille pas du tout, il a jamais, voilà. Jérôme, c'est un coup de gueule, vous, sur la campagne américaine. Oui, moi je pars outre-Atlantique, parce que je trouve que, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce prétentieux qui donne des leçons sur le niveau de la campagne américaine actuelle, de la campagne présidentielle américaine, mais je trouve qu'elle est absolument nulle. Déjà, la dernière était pas brillante. Ouais. Biden, Trump, c'était pas brillant. Bon, voilà. Trump, Clinton, c'était pas non plus très très brillant. Alors vous allez me dire, c'est toujours le même qui est là, puisque c'est la troisième fois que Trump est là, et que peut-être qu'il pousse ou qui tire le niveau des campagnes présidentielles par le bas. Je ne sais pas. Enfin, on peut en discuter, mais je trouve que Kamala Harris n'est pas non plus, ne tire pas le niveau par le haut. Alors elle est ce qu'elle est. Elle a été vice-présidente pendant 4 ans. J'ai revu le débat par la nuit, mais le débat qui les avait opposés il y a une dizaine de jours, qui est d'un niveau absolument lamentable. Donc on ne parle que du soutien des stars, Taylor Swift, etc. Maintenant c'est Billie Eilish qui soutient Kamala Harris, donc ça fait la une, mais on ne parle pas du fond. Or, j'ai regardé un peu les propositions de part et d'autre. Les propositions de M. Trump, c'est un peu du populisme économique, ce qu'on appelle du populisme économique. Il y a une baisse des charges sur les heures supplémentaires, etc. Donc on voit bien que c'est orienté vers la classe ouvrière, ce qu'il en reste américaine. Hein. Bon, voilà. L'école bleue. Et puis, malheureusement, du côté de Kamala Harris, c'est d'une mièvrerie et d'un niveau pathétique. Enfin, elle est au pouvoir depuis 4 ans et elle nous sort des petites mesurettes qui n'ont rien à voir avec l'état économique. Je parle de l'économie surtout, hein.
avec l'état économique actuel des États-Unis. Ouais. Elle nous parle d'une relance de l'immobilier avec, alors c'est du keynésianisme mal digéré, en mettant en place des aides aux ménages les plus en difficulté pour qu'ils deviennent propriétaires. On sait bien que ça marche pas. Elle nous parle aussi de la baisse et du plafonnement et du blocage des prix d'un certain nombre de produits alimentaires. Bref, des choses qui ne sont pas du tout à la mesure des problèmes actuels des États-Unis. Ouais. Donc voilà, je trouve que... Alors, parce que vous trouvez qu'en France, c'est mieux ? Vous trouvez qu'on parle des problèmes des Français ? Non, mais... Vous trouvez qu'on parle du quotidien, du pouvoir d'achat On est aussi critique vis-à-vis de la campagne des législatives en Europe. Oui. Et en Europe globalement, et en France, celle qui s'est déroulée au mois de juin n'était pas brillante non plus. Non. Quand même. Mais c'est celle des États-Unis actuellement, donc on parle des États-Unis. Ah oui, puis celle-là est non, mais je veux bien que les propositions de Kamala Harris soient faibles ou vagues. En fait, c'est surtout ça. Elles sont assez vagues, en particulier sur la... D'ailleurs, pour ce qui nous concerne, la politique étrangère, c'est assez difficile de savoir ce qu'elle ferait. Mais enfin, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, il faut voir qui est en face depuis maintenant 3 campagnes et le niveau. Voilà, quand vous avez quand même un ancien président des États-Unis qui va vous dire dans un débat que les Haïtiens dans l'Ohio mangent des chiens et des chats. Si vous voulez, que c'est difficile de mettre en face des propositions argumentées avec des propos. Mais parce que ça devient complètement inaudible, parce qu'il joue évidemment de ça, et c'est sur ça qu'il prospère. Donc, elle est là depuis 4 ans. Alors, le vice-président n'est pas. Elle aurait pu réfléchir un peu quand même. Nicolas Sarkozy, à son époque, avait réussi à se présenter comme un homme nouveau, alors qu'il était complètement dans le système. Voilà. Donc elle n'est, j'allais dire, que vice-présidente. On sait que le vice-président des États-Unis n'a pas vraiment son mot à dire. Non, rapidement. Oui, très rapidement. Moi, je trouve que c'est un peu sévère parce que pour la suivre de très près, et notamment auprès d'une des équipes de campagne, je ne dirais pas où, c'est clair qu'il y avait, avant la démission de Biden, une difficulté à mobiliser. C'est-à-dire que pour une partie, d'un côté, on avait une non-campagne, et de l'autre côté, la partie était jouée. En gros, les républicains pensaient qu'ils avaient gagné, donc il ne s'était rien passé. Et le pays n'était pas très embarqué. Les États-Unis, c'est pas que l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau local, et la réalité du pays n'est pas celle qui est décrite là. Et dans la campagne aujourd'hui, alors c'est vrai que la mousse qui est d'au-dessus est forcément tirée par quelque chose qui est très simplifié, parce que quand on arrive à ce niveau d'exposition et de campagne, c'est quelque chose qui a lieu par rapport à ce que nous on vit, c'est toutes les secondes, vous avez des vidéos qui sortent, du travail sur les réseaux sociaux, sur les vrais, les faux médias, le texting que vous recevez, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, en termes de professionnalisme et en termes d'efficacité. Et donc, ce qui reste en mousse, effectivement, médiatique au-dessus, pour notamment les chaînes d'information, c'est le très rapide, ce qui est facile à bouger, parce qu'ils ont besoin de faire de l'audience. À l'intérieur de la campagne, je peux vous assurer que les débats, c'est très concret sur l'immigration, très concret sur l'Ukraine, très concret sur les stratégies fiscales. Le débat, il pas concret du tout. Non, mais le débat, c'est encore une fois, c'est une mousse. La réalité de la campagne se joue bien ailleurs. Le débat, il fera bouger rien du tout, d'ailleurs. Non, mais Jérôme, pour bien la connaître, c'est pas comme ça qu'on fait une campagne aux États-Unis. On l'a fait ailleurs. Sur le terrain physique, dans la rue physique et dans la rue digitale. Point barre. Et donc la réalité, c'est qu'ailleurs, c'est très... Alors pour le coup, il y a de tout. Il y a ce que vous dites, il y a de l'attaque à dominem, il y a de l'attaque à personne. Mais il y a du débat sur des grands sujets qui divisent la société américaine aujourd'hui, qui sont importants. Et par État, je peux vous assurer que pour le coup, c'est très concret ensuite, parce que se jouent en même temps d'autres élections, notamment les élections à la Chambre des représentants, au Sénat. Et donc à partir de là, je vous assure que le débat, il est beaucoup plus profond que ce que vous racontez et que ce que nous on vit. Rappelons-nous qu'en 2022, on n'a pas eu d'élection présidentielle, et que les dernières élections législatives qu'on vient de voir, elles ont été très concentrées, très, très intenses, mais qu'à la sortie, regardez ce que ça donne, on est incapable d'avoir une stratégie politique. Donc, c'est pas aussi clair que ce que vous racontez, c'est beaucoup plus complexe, et c'est très politisé sur des vrais sujets. Jean-Luc, vous avez un avis ? Vous la suivez, la campagne américaine ? J'ai un avis, mais s'il y a la pub, il y a la pub. Il y a la pub, oui. Et puis on va avancer parce qu'il y a quand même pas mal de sujets. Donc, allez, on revient dans un instant. On va parler quand même de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Vous voulez revenir, Jean-Christophe, sur ce sujet ? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. C'est sans aucun... Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, dans un instant, on va parler de ce qui est en train de se passer à Matignon, avec une réunion prévue à 15h. Et notre confrère de France Info, journaliste politique, dit aujourd'hui c'est la dernière chance, sinon Michel Barnier démissionnera. C'est ce que dit un cadre LR. Il fera le constat que les agendas personnels des uns et des autres l'empêchent de former un gouvernement sereinement. On va reparler dans un instant, mais je voudrais qu'on parle quand même de ce qui se passe en Martinique et en Nouvelle-Calédonie, dont on fait assez peu de cas en métropole. Ouais, c'est-à-dire cet outre-marin français
lointain, la Nouvelle-Calédonie, mais qui est quand même une part de France dans le Pacifique, très importante géopolitiquement, et qui vit une crise. On n'est plus dans le chaos, on est dans une quasi-guerre civile qui s'est installée. Et qu'on ne traite pas. Le président de la République s'est déplacé, puis derrière il ne s'est plus rien passé parce que évidemment l'agenda national et international autour de nous, les élections, puis ensuite les Jeux Olympiques, puis cette rentrée politique compliquée font qu'on ne regarde pas. Arrive maintenant quelque chose qui traîne depuis longtemps, parce que c'est depuis le mois de septembre qu'on a cette agitation et aujourd'hui ces violences en Martinique sur la base de prix cher. Là pour le coup c'est beaucoup moins un système là pour le coup qui peut ressembler à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais qui provoque des violences très très fortes, des violences qui sont sociales mais qui sont aussi économiques et puis qui deviennent aussi par moments ethniques. Mayotte, rappelons-le, qui est encore un système qu'on a gelé en termes d'image et de travail, mais quand on connaît la situation sur place qui est impossible à traiter, là c'est l'océan Indien. Bien heureusement, on n'a rien qui se passe dessous cela à La Réunion et en Guyane pour l'instant, même si la Guyane s'est installée. Vous voyez, c'est outre-marin français. Moi j'en veux beaucoup à tous les gouvernants les uns après les autres parce que c'est une chance, ce sont des atouts exceptionnels qu'on ne défend ni à Bruxelles, où vous voyez ce qui s'est passé avec Breton séjourné, voilà, ça dit bien notre capacité aujourd'hui d'influence et de push à Bruxelles et donc au niveau européen, et qu'on ne défend même pas et qu'on ne traite même pas au niveau national, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne directement. Pour plein de raisons, on n'a pas le temps ici de le faire, mais c'est un vrai regret parce que il faut répéter en permanence que c'est pas quelque chose qu'on peut démembrer comme ça, c'est un atout, ça fait partie de nous, ça fait partie de cette France, et aujourd'hui on peut pas se déresponsabiliser à ce point-là. La période est certes celle qu'on connaît, vous parliez de Michel Barnier à l'instant, et de la possibilité peut-être encore une fois d'avoir une impasse prochaine. Là c'est plus qu'une impasse, c'est une urgence, il faut traiter cette situation très concrètement. La Nouvelle-Calédonie, guerre civile. Martinique, oui, ça dure depuis un trop long moment. Et si on va en Guadeloupe, c'est pas très lointain. C'est-à-dire qu'on a des Antilles françaises en grande difficulté économique, mais pas simplement. Le modèle est à repenser. Et puis Mayotte, là, c'est un chaos, quoi. C'est un chaos total. Et on n'en fait rien, ou trop peu. Et oui, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Oui, Jean-Luc, je crois que vous vouliez aussi réagir sur ce sujet. Nouvelle-Calédonie, ça fait quand même 13 morts. Hein. Ouais. Des dégâts considérables au niveau économique, au niveau social, au niveau des différentes communautés. Là, les 2 derniers morts, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur une partie de la communauté kanak. Les Kanaks sont eux-mêmes, les mouvements politiques kanaks sont eux-mêmes relativement divisés, je pèse mes mots. Ce qui est le cas d'ailleurs aussi de ce qu'on appelle les Blancs en Nouvelle-Calédonie, qui sont eux aussi politiquement divisés. Je rappelle, c'est un pays c'est une île où il y a à peu près 250 000, 300 000 habitants. Nous ne sommes pas sur des populations gigantesques. Je crois que, encore une fois, l'expérience que nous avons des années 80, faut réussir à ce qu'il y ait une politique de pacification réelle, pas de mise en place de l'armée ou de police qui interviennent, même si c'est obligatoire, évidemment par moment, mais il faut un règlement politique. Clairement, le règlement politique qui avait été trouvé dans les années 80-90 est mis à mal. Donc il faut en retrouver un autre. Et donc il faut retrouver entre les populations kanak et les populations néo-calédoniennes d'origine moins lointaine, qui sont pas des autochtones, mais qui sont devenus autochtones au fur et à mesure des années. Il faut trouver un mode de pacification, parce que là, rien ne s'arrange au niveau social, au niveau économique, au niveau des différents habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ça peut durer longtemps et c'est extrêmement dangereux. Je différencie ça évidemment de ce qui se passe en Martinique et possiblement en Guadeloupe, parce qu'effectivement il y a des origines sociales là aussi extrêmement importantes, et tout se joue sur, d'après ce que j'ai compris en Martinique, ça se joue sur le prix des produits de première nécessité. En gros, j'y vais à gros traits. Parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Un tout petit mot pour effectivement différencier un peu ce qui se passe dans les Antilles et en Nouvelle-Calédonie. Je suis assez d'accord avec Jean-Luc, c'est pas tout à fait la même chose. Même si la conséquence est la même, on a des exactions, on a des morts, etc. Et c'est épouvantable, bien évidemment. Mais
pour en revenir à la Nouvelle-Calédonie, ce qui a manqué, alors il y a eu une pacification avec les accords de Nouméa lorsque Michel Rocard était Premier ministre, qui ont duré un certain temps. Ça fait un certain temps que c'est complètement dégradé, mais surtout, il n'y a pas eu de plan économique. Aujourd'hui, il faut bien que nos auditeurs comprennent. Moi, j'ai encore eu la présidente du MEDEF, Nouméa, pas très longtemps, je l'ai vue. Elle m'a dit, l'économie est ruinée. L'économie est ruinée. Les entreprises sont par terre. Le taux de chômage est en train de grimper à près de la moitié de la population, notamment chez les jeunes, où on est à plus de 50% de chômeurs. C'est épouvantable. Donc, si on ne traite pas le problème économique en même temps que le problème politique, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est tout. Allez, je voudrais qu'on avance. On va peut-être marquer une pause maintenant pour pouvoir débattre plus longuement de la situation politique avec la problématique pour Michel Barnier de composer un gouvernement. Est-ce qu'il pourrait démissionner? C'est ce que laissent entendre certains de ses proches. On y revient dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Allez, on va parler de ce qui se passe à Matignon avec le Premier ministre qui a beaucoup de mal à composer son gouvernement. On a appris qu'hier, il y avait une réunion avec Emmanuel Macron qui s'était pas très bien passée puisque Michel Barnier a présenté un gouvernement avec le président de la République a refusé ce gouvernement. Quelle solution qui veut peut-être Jean-Pierre Denis? Vous pensez que j'ai la solution? Oui, non, mais écoutez, il va y aller d'ailleurs. Si je l'avais, je l'aurais suggéré. Non, mais la question c'est est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce que c'est possible de composer un gouvernement aujourd'hui dans les conditions politiques actuelles? Et quel est le rôle du président de la République? Il a perdu les élections. Il a perdu les élections législatives. Normalement, il doit suivre l'Assemblée nationale. C'est tout le problème depuis le début, depuis le résultat des élections législatives. Dans une démocratie normale, on confie au parti politique arrivé en tête la mission, quand il n'y a pas de majorité absolue, la mission de tenter de former un gouvernement. Et puis quand il n'y arrive pas, on le constate et on passe au suivant. Donc on aurait pu le faire dans l'ordre qu'on voulait. On pouvait prendre soit le nouveau Front Populaire, à la limite c'est le Front National, le Rassemblement National qui est arrivé. Il fallait faire les choses un peu formellement. Parce que là, Michel Barnier arrive, mais en fait, sa nomination, c'est quoi? C'est la décision d'Emmanuel Macron. C'est pas un consensus politique qui a été bâti. Donc maintenant, il est obligé de le trouver. Et apparemment, il est presque introuvable. Au pied du mur, oui. Donc, oui, je crois qu'on découvre bien sur l'architecture de l'endroit où se passent les choses. C'est à l'Assemblée nationale. Et même si on fait une extension au Sénat côté républicain, si vous voulez, ça crée quelque chose de puissant. Mais c'est pas assez puissant pour porter soi-même ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. 47, même si on élargit, je vous le redis, aux sénateurs, et donc du coup on a une architecture parlementaire qui donne l'impression de pouvoir être solide, c'est compliqué. Donc ça veut dire que même si on a fait rentrer les républicains qui ont quitté, rappelons-nous, leur position qui était on reste sur l'Aventin, on n'y va pas, on va pas au gouvernement, et ils se sont précipités presque trop d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vague républicaine qui allait prendre en main tous les postes ministériels. De l'autre côté, du coup, ce que vous aviez commencé à faire avec l'ex-majorité présidentielle, c'est Renaissance, en partie Horizon, qui lui-même était prêt à jouer le travail et faire en grande partie, de faire le lien entre ces deux blocs, et ça commence à devenir compliqué parce que côté Renaissance, il y a eu ce couac hier, on ne sait pas d'où ça vient, mais en réalité quand même il devait y avoir quelque chose qui pouvait se verrouiller entre Attal et Barnier, ça n'est pas le cas. Et puis il y a cette difficulté à sortir des noms venus. Alors on en connaît qui sont prêts à venir depuis les gauches et en partie Parti socialiste, mais qui ne sont plus aujourd'hui à l'intérieur du Parlement, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et qui sont des possibilités de créer les conditions peut-être de votation socialiste à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais même ça aujourd'hui devient difficile. Les Valls, tous ces gens-là qui finalement ou se sont proposés ou ont été approchés, aujourd'hui ça semble difficile. Et plus Michel Barnier prend de temps, et c'est ça qui est difficile, plus son architecture devient compliquée, parce que en permanence aujourd'hui ça bouge. S'il avait été très vite, comme vous l'avez dit lui-même, comme aurait dû le faire Emmanuel Macron, s'il avait été très rapide et plutôt que de prendre du temps là-dessus, il aurait réussi, à mon avis, à verrouiller quelque chose qui pouvait ressembler à un gouvernement simple, mais qui proposait quelque chose d'immédiat à l'Assemblée nationale. Là on part sur quelque chose qui est un feuilleton similaire à celui d'Emmanuel Macron, et qui du coup, lui il n'a pas de légitimité. Emmanuel Macron, il est président de la République, élu par les Français. Michel Barnier, il est désigné par
le président de la République. Donc il n'y a pas 50 solutions. Soit il trouve très vite, c'est-à-dire ce week-end, un gouvernement, soit à mon avis, effectivement, il va sortir, il va partir en disant ça est impossible. Ouais, juste, il y avait apparemment 7 LR, selon notre confrère, dans le gouvernement proposé par Michel Barnier, et c'est vrai que le président de la République avait promis qu'il n'interviendrait pas dans la composition. Alors, moi je crois que ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on regarde, ce que l'on entend, c'est l'écume de la vague. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, il n'y a pas eu d'accord sur ce qu'on veut faire. Non. Et c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que les LR ont balancé 12 propositions au mois de juillet dans la torpeur estivale. Ça n'a pas fait d'effet. Ensemble pour la République a balancé aussi un certain nombre de propositions, c'est retombé immédiatement. Donc il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de consensus sur le programme. À partir du moment où vous ne savez pas où vous allez, comment voulez-vous composer un gouvernement ? C'est très compliqué. Et d'autant que, je l'avais dit lorsqu'il a été nommé, le jour où il a été nommé, Michel Barnier, il est confronté à une triple pression. D'abord la pression du président de la République, on le voit, qui ne veut rien lâcher, c'est clair, et qui veut intervenir systématiquement et ne rien lâcher, on le voit bien. Deuxième pression, c'est la pression de son propre camp, la pression des LR, qui veut revenir au pouvoir tout en ne sachant pas très bien ce qu'il veut y faire, mais ils veulent des postes. Très bien, ça fait 12 ans qu'ils sont partis du pouvoir, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, ils ont envie d'y revenir. C'est tout à fait louable, c'est normal, c'est un parti de gouvernement. Mais en sachant ce que l'on veut faire. Et puis la troisième pression, qui me semblait un peu moins forte, mais qui est en train de monter, c'est la pression d'Ensemble pour la République, c'est-à-dire de la majorité présidentielle. Et celle-ci, enfin de l'ex-majorité présidentielle. Et la triple pression, elle est intenable pour Michel Barnier. Donc je pense que ça va mal se finir. Moi, je vous le dis, je pense que ça va mal se finir. Et puis à cette triple pression, s'en ajoute une quatrième, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Alors c'est toujours beaucoup plus facile de composer une majorité quand on peut donner à chacun un petit morceau de son programme. Voilà, vous allez faire plaisir à une partie de vos électeurs, vous allez sauver la face en distribuant tel projet, tel argent. Là, il n'y a pas d'argent. Donc, et il n'y a pas de consensus là-dessus non plus. C'est-à-dire même sur le constat, entre ceux qui veulent abolir la réforme des retraites sans qu'on sache comment ils vont le financer, et puis celui qui dit attention, je vais augmenter les impôts, c'est un gouffre. Donc c'est ça aussi, je pense que la complexité, Jean-Luc. On peut continuer à penser que une majorité est possible qui tiendrait plus de 3 semaines ou un mois à l'Assemblée nationale. Je n'arrête pas de le dire, mais je suis pas le seul. Il n'y a pas de majorité possible qui tienne plus de 3 semaines à un mois et demi à l'Assemblée nationale, pour les raisons qu'on connaît. Il y a le RN, d'ailleurs Emmanuel Macron a joué avec, encore une fois, a les moyens de dire, sur une majorité, si jamais Michel Barnier arrivait à faire un gouvernement dans les heures qui viennent, de faire tomber le gouvernement quand il en a envie. Non. Le RN n'a pas les moyens de faire tomber le gouvernement tout seul. Il faut que la gauche il a les moyens avec d'autres, bien évidemment, par rapport à une motion de censure. Non, mais dis-le avec la gauche. Non, mais avec l'ensemble des autres. Avec la gauche. Je ne t'apprends rien en te disant que ton organisation, le RN, c'est 140 députés. Joue aussi un rôle en parallèle. Alors un rôle qui apparaît plus positif par rapport à Michel Barnier et par rapport au président de la République. Mais enfin, c'est pas moi qui ai inventé le démarrage de la compétition présidentielle avec ton leader. Je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, à ce niveau-là, juste pour dire, Michel Barnier, qui est quand même un garçon qui a réussi à régler l'histoire du Brexit. Oui. Je mets ça en parallèle avec la énorme difficulté, il s'en aperçoit lui-même parce que c'est un garçon intelligent, qui a de l'expérience. Il n'arrive pas à régler le problème parce que Emmanuel Macron considère qu'il n'a pas perdu les élections législatives, considère qu'il est toujours en charge de la majorité qui n'est plus majoritaire. Et ça, à ce niveau-là, Michel Barnier peut faire tous les efforts qu'il veut. Mais si, à chaque fois, on lui dit, mais non, il faut quand même qu'il y ait une majorité de gens issus de l'ex-majorité législative.
c'est ingérable. Oui, c'est ingérable. Donc quoi? Donc vous pronostiquez une démission du Premier ministre? Je pronostique que s'il n'y arrive pas, enfin moi je serais Michel Barnier, mais on dit je basta, hein. Il a 73 ans, il a peut-être d'autres choses à faire. Mais c'est son affaire. Non. Ouais, non. Non, moi je pense que Michel Barnier, il y est allé quand on le connaît bien, et pour l'avoir vécu non pas au niveau national, même s'il a été ministre de l'Agriculture, notamment ministre des Affaires étrangères. Il est un bon ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs. Et il a été aussi un premier commissaire sauvant la politique régionale. Vous vous en rappelez, Jean-Luc Benamias, à une époque, il y a très longtemps. Et ensuite, il a été très bon sur le Brexit, un peu bougé quand même par les Britanniques, mais quand même, il a été là. Il a maintenu l'unité européenne. Et ça, c'était très important face aux Britanniques. C'était l'axe majeur. Maintenant, là, c'est une architecture qui est complètement différente. Effectivement, on peut rajouter même une quatrième pression à celle qui était dite tout à l'heure, c'est cet ensemble qui va du Rassemblement national à LFI et qui peut à tout moment organiser effectivement quelque chose qui vient contrer. Donc maintenant, moi je suis pas tout à fait d'accord sur des 3 semaines. Je pense que plus on laisse de temps, plus ça va être difficile parce que là, pour le coup, les divisions, les appétits, vous avez raison de dire, 2027, c'est la seule ligne pour les uns et pour les autres. Édouard Philippe, bien sûr, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres, Marine Le Pen. 2027, c'est la seule date et peut-être même avant 2027 parce que finalement, on en revient à quelque chose d'important. Aujourd'hui, celui qui a appuyé sur le bouton de la dissolution et qui, comme vous le dites, non pas ne veut pas accepter sa défaite, mais en tout cas ne veut rien lâcher, il aurait très bien pu dire, moi j'ai ma légitimité présidentielle, mais maintenant je laisse travailler les autres, et il ne laisse pas finalement travailler son Premier ministre ou son Premier ministre actuel. Et Emmanuel Macron, il va avoir un mandat aussi, un agenda qui va se resserrer autour de lui. Et ce qu'attendent une grande partie de ces gens dont je parlais, Édouard Philippe, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez et bien d'autres, ils attendent peut-être même une présidentielle anticipée, pas simplement une législative anticipée. Parce que si Barnier échoue, qu'est-ce qui se passe après derrière? Vous allez aller à gauche, parce il peut aller vers la NFP. La NFP, là, pour le coup, c'est sûr, aura du mal à tenir, même si rien n'est dit. Il ira jusqu'au budget, parce que le 49.3 permet, et puis ensuite, on va avoir une début d'année qui est compliquée. Donc, soit dissolution parlementaire, mais rappelons-nous, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pas avant un an, enfin maintenant, 10 mois. 10 mois. Et donc, il va falloir gérer quand même ces quelques mois. Le président de la République, à un moment donné, il va pas pouvoir tourner, slalomer, même si ça va être la zone d'hiver et qu'il aime les Pyrénées et les stations de montagne, ça va être compliqué. Et donc, à partir de là, à un moment donné, la question va se poser sur lui, et c'est ce qui est en fait le fond de l'affaire. Oui, c'est pas tout à fait ça, à mon avis. Alors, il y a effectivement la pression du président qui est trop importante et qui est un peu décalée par rapport aux résultats électoraux. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez tous dit et je le partage. Mais je le répète. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre ce qui pourrait être une majorité relative, parce qu'on arrive à 240, 250 députés quand même. La majorité relative de 2022-2024, c'était à peu près la même chose. Bon. Sauf qu'elle est un peu plus composite, et puis que l'ex-majorité présidentielle a perdu les élections, il faut bien le dire. Un peu beaucoup plus. Non. Si on fait les comptes, on arrive à ça. On était à 250, on arrive à 240, on n'est pas très éloigné. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accord sur le fond des choses. Et voilà. Et c'est toujours. Et en 2 mois et demi, on n'a pas progressé. C'est ça qui me révolte un petit peu. Excusez-moi du terme un peu violent, mais en 2 mois et demi, on n'a pas progressé d'un iota. C'est-à-dire que Michel Barnier nous dit hier soir par un communiqué qui, à mon avis, annonce un retrait. En disant je veux avoir la vérité des comptes, je veux tout savoir, rien que la vérité, toute la vérité sur les comptes parce que je ne l'ai pas. Enfin, c'est quand même une sacrée pierre dans le jardin de la majorité sortante. Qui est son directeur de cabinet? C'était le directeur de cabinet, Monsieur Le Maire. Donc s'il ne le sait pas, s'il ne la connaît pas, c'est quand même l'acteur majeur. Si Michel Barnier, c'est une fable. En connaissant Michel Barnier, qui n'est pas un homme de conflit, on l'a vu là, lors de ça. Le Brexit, c'est un beau conflit. Oui, d'accord, mais il a réussi à le résoudre, plus ou moins bien. Bon, plutôt plus que bien d'ailleurs. Mais ça s'est joué. Plutôt plus que moins. Mais en réalité, s'il dit ça, c'est que, à mon avis, en l'interprétant et en connaissant le personnage, c'est qu'on va lui donner la vérité des comptes, puis il va dire c'est insoluble. Voilà, c'est insoluble. Non, mais c'est sa porte de sortie. C'est sa seule porte de sortie. Oui, mais elle est actionnée. La réalité, c'est sa porte de sortie. Oui, mais la porte de sortie est actionnée. Oui, il a commencé. Il est actionné hier soir. Quand vous relisez bien le communiqué, c'est assez clair. Je voudrais qu'on parle de ces refus d'obtempérer. Vous étiez là, Jean-Pierre Denis, en début de semaine. On a l'impression que le sujet revient régulièrement avec à chaque fois des images dramatiques quand elles sont captées par les caméras. Je vous propose juste d'écouter le son de ce qui
s'est passé hier au Chesnay d'un automobiliste qui a refusé, j'ai envie de dire un délinquant parce qu'il a déjà un casier judiciaire assez chargé, d'un délinquant qui a refusé d'obtempérer et qui a renversé un policier. Voilà, donc on entend le bruit, vous avez peut-être vu les images sur les réseaux. Que faire ? On n'a pas la solution, mais quand on voit que celui qui a été interpellé ou que des délinquants ont été condamnés à 18 mois avec sursis pour s'en être pris à une voiture de police avec des policiers à l'intérieur ou qu'il y a des peines de travaux d'intérêt général, je vois pas la solution, parce que celui qui fait le délit le refus d'obtempérer, là il sait en percutant le policier qu'il prend le risque de le tuer, donc d'aller en prison. Mais donc est-ce que c'est le problème de la sanction ? On peut régler des problèmes de flambée de violence, parce que en fait c'est une flambée de violence, même si ce sont chaque fois des affaires individuelles. À condition que la justice joue son rôle et soit efficace. Moi j'ai envie de faire une comparaison qui vous surprendra peut-être, mais avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, avec les émeutes qui ont éclaté il y a quelques semaines, en fait il n'y a pas très longtemps. On a une situation vraiment explosive, avec des affrontements raciaux très violents, un pays qui était, semblait-il, au bord du chaos. Mais le gouvernement anglais a pris des mesures pour que ces gens-là passent devant les tribunaux très vite, soient jugés très vite et de manière assez sévère. Et l'efficacité, tout le monde le reconnaît, l'efficacité de la justice derrière a fait en fait descendre la pression. Le message est très très bien passé. C'est pas un hasard d'ailleurs si Starmer est un ancien procureur, le chef du gouvernement britannique. Donc s'il y avait une bonne collaboration avec la justice et une exécution rapide de ce qu'il faut appeler la répression en fait de ce genre de délinquance, le problème disparaîtrait. Et il y a un auditeur, Stéphane, qui a raison, il me dit, et c'était encore une voiture de location, donc il y a un moment, il va falloir se pencher sur la question de ces voitures de location qui viennent de Pologne, avec j'ai vu un reportage où même vous pouvez louer la voiture pour quelqu'un qui n'a pas de permis. Donc ça fait aussi partie du problème, avec un sentiment d'impunité totale. Quand on fait ça, enfin on vous arrête, vous vous arrêtez. Oui. Donc il y a un problème d'autorité aussi. Oui, je crois qu'il y a un problème. Alors Jean-Luc, pardon. Jean-Luc, oui, je n'invente rien, mais ce sont les syndicats de magistrats qui le disent, notamment le syndicat majoritaire, qui ne peut pas être qualifié de gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire, qui disent que le manque de moyens de la justice, ça ne réglerait pas tout, bien évidemment, parce que les problèmes sont d'une complexité absolue, notamment par rapport à des fous furieux qui sont prêts à tuer parce qu'ils refusent de s'arrêter quand il faut s'arrêter. Mais clairement, ce problème de justice et donc de relation entre le politique et la justice, c'est pas un problème nouveau, ça existe depuis la demande des magistrats est faite absolument à chaque gouvernement et à chaque majorité nouvelle quand il y a des majorités nouvelles. Mais je crois que ça réglerait pas tout non plus, mais je pense que clairement on a un problème de la même manière par rapport à la gestion des prisons, et on a ce problème de gestion des magistrats et du manque de moyens des magistrats avec les retards considérables qui existent dans les affaires judiciaires. Oui, il y a un moment où il faut arrêter avec les moyens, si vous voulez. Le ministère, les crédits du ministère. Non, mais attends, les crédits du ministère de la Justice ont augmenté d'environ 7% par an depuis 2017. 7% par an, c'est considérable, alors qu'on a par ailleurs un déficit énorme. Mais je conçois qu'effectivement la justice était prioritaire et il ne faut pas revenir dessus, c'est pas une condamnation. Ouais. Mais enfin, il y a un moment où il faut arrêter avec les moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Et tout l'arsenal législatif est en place pour condamner. Or, on ne condamne pas. On ne condamne pas. Regardez ce qui s'est passé avec cette peine de 18 mois de prison avec sursis. Enfin, c'est inadmissible. Pourquoi du sursis ? Et c'est la raison pour laquelle nous, chez Horizon, on veut rétablir les peines planchées. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un slogan. Mais pour les mettre où juger dans quel délai ? D'accord, mais enfin, si on dit il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus rien, alors on baisse les bras, puis on reste chez soi. Non. Il y a un problème de volonté de la part des juges, c'est tout.
Dans l'affaire des 18 mois avec sursis, le garçon, ça n'excuse rien, t'as primo-délinquant, et on est toujours dans cette logique, c'est-à-dire entre la prison, le premier étage qui est seulement celui de la prison, il manque, si vous voulez, c'est comme pour les mineurs, c'est comme pour un certain nombre il manque un espace qui ne soit pas tout à fait la prison et qui ne soit pas cette mise en liberté en réalité qui est celle du sursis, parce que si vous êtes un gangster et qu'on vous donne du sursis, en fait vous en foutez quand celui qui percute, il sait très bien qu'il va pas être condamné et ainsi de suite. Donc il manque la capacité de vitesse, je suis d'accord. À Bobigny, il y a 15 places de comparution immédiate tous les jours. 15 places pour à peu près 135, 140 affaires. Vous vous rendez compte, c'est impossible. C'est-à-dire que pour la justice, là pour le coup, c'est une répartition qui est pas bonne. Il y en a 2 dans la Creuse, si vous voulez, pour une affaire par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en réalité. Mais vous aurez beau multiplier les juges, s'ils veulent pas condamner, ils condamneront pas. Jérôme, c'est hyper important, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a effectivement cet aspect répressif. Mais cet aspect répressif, il peut s'organiser si vous avez en prison une capacité réelle ou un étage intermédiaire qui permet effectivement, comme c'est le cas pour les mineurs de 15 ou 16 ans, et aussi pour les primo-délinquants, de les mettre dans une situation, de les sortir de leur contexte, mais de leur priver leur liberté. C'est très important pour qu'il y ait cette sanction. Là, dont on parle en Grande-Bretagne, on est dans un contexte qui est très différent, avec des gens qui étaient pour certains, qui avaient déjà commis des actes. Là, c'est de la sévérité, effectivement, de la répression, mais c'est aussi une organisation aujourd'hui qui n'existe pas dans ce qui vient avant la prison, puisque la prison, de toute manière, elle est saturée. Aujourd'hui, elle est saturée, et pourquoi on ne condamne pas à des peines de prison? Parce qu'on ne sait pas sortir les gens, ou alors quand on les fait sortir, ça veut dire que les gens sortent beaucoup trop tôt. Le type qui a tué un adjudant de manière absolument terrible, alors il est présumé innocent, ok, je respecte, très bien, mais enfin visiblement les caméras sont très claires, il a foncé sur le gars, très bien, il avait 10 condamnations. Bien sûr. Et là, celui d'hier, il avait 17 mentions. Son permis de conduire n'était pas enlevé. C'est la vitesse. C'est l'exemplarité et la vitesse. Si vous n'avez pas, c'est pour ça que je parle de la comparution immédiate. Comment voulez-vous que les gens comprennent? Non mais Jérôme, c'est très concret. La comparution immédiate, c'est ce qui permet. Sinon, c'est 18 mois. L'affaire des 18 mois, c'est 18 mois d'attente. Donc c'est où la comparution immédiate. Vous n'allez pas garder quelqu'un en prison pendant 18 mois, vous n'avez pas la place. Donc soit c'est la comparution immédiate comme il faut le faire, soit ça ne marche pas. Il faut grossir les places de comparution immédiate et vous en avez besoin. Bobigny, 15 places, 135 affaires par jour. Mais il faut aussi condamner. 135 affaires par jour. Ça veut dire 120 personnes qui ne seront pas jugées. On revient dans un instant avec vous après la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Je vous propose qu'on évoque tout de même ce qui s'est passé à Beyrouth, cette attaque aux beepers et aux talkie-walkie. C'est assez incroyable. C'est un petit peu l'expression qui revenait. Incroyable, parce que la logistique qu'il a fallu pour pouvoir placer ces petits grammes d'explosifs dans ces 3000 ou 5000 beepers est tout à fait fascinante et étonnante. On a vu qu'il y avait des talkie-walkie et j'entendais hier qu'il y avait peut-être d'autres appareils électroménagers qui eux-mêmes avaient été piégés. Donc c'est une opération hallucinante. Et c'est une démonstration de force qui d'ailleurs se traduit, je regardais les chiffres du commerce des ventes d'Israël en matière technologique, de surveillance et ainsi de suite, elles ont explosé depuis le 7 octobre de l'année dernière. C'est une démonstration, c'est un démonstrateur hallucinant de la capacité effectivement d'une industrie israélienne qui est capable sur ce terrain-là d'aller très loin. Alors oui, on parcourt, on cherche la société depuis Taïwan en passant par la Hongrie puis maintenant la Bulgarie, mais on sent bien que c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, depuis l'intérieur d'Israël, et aussi ça porte un coup terrible, peut-être pas à la partie armée du Hezbollah, mais au fonctionnement de cette entité, puisqu'aujourd'hui son leader va s'exprimer, va avoir des choses, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de corruption à l'intérieur du mouvement, et Israël a su certainement jouer avec cette capacité-là et cette faiblesse qui existe au sein du mouvement, qui lui-même a des difficultés avec son patron, on va dire, en tout cas son financeur, organisateur qui vient depuis l'Iran. Et donc quelque chose se joue à plus large échelle dans ce démonstrateur de l'habileté israélienne. Maintenant, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va voir cette zone s'embraser? Il faut pas le souhaiter d'abord, mais c'est une victoire pour Israël, parce que dans la volonté de Netanyahou, il y a quand même l'idée de repositionner les populations où elles étaient dans le nord, si vous voulez, du pays. Et donc de pouvoir réhabiter où elles habitent, c'est un champ de bataille qu'il a
n'a pas abandonné et qui aujourd'hui montre que les capacités israéliennes sont à la fois très concrètes, on le dit, et puis surtout la violence pour le Hezbollah de la réalité qu'il découvre est exceptionnellement difficile, et le coup porté en termes de morale, en termes d'organisation est aussi là très très important, parce que le leader doit s'exprimer aujourd'hui. S'il s'exprime alors qu'il a été très taiseux depuis le début du conflit à Gaza, c'est que, encore une fois, il y a une vraie difficulté à l'intérieur du mouvement. Ouais, et l'ONU est toujours au rendez-vous en demandant des comptes à Israël et en demandant de ne pas se servir de... L'ONU, il n'y a plus rien à en attendre depuis très longtemps. Je cite le tweet d'Elisabeth Lévy, elle dit « Il est rigolo, le secrétaire général de l'ONU, son commentaire après l'incroyable opération d'Israël contre le Hezbollah. Les objets civils, c'est ce que dit l'ONU, ne doivent pas être transformés en armes. Elle dit « C'est ballot, il a oublié de dire au Hamas que c'était pas bien d'utiliser du ciment, des grues et tout le tout-team pour construire des fortifications militaires souterraines ou des deltaplanes pour aller violer, massacrer des civils. » Alors, effectivement, Monsieur Gutiérrez est toujours au rendez-vous, là où on ne l'attend pas. En réalité, sur la suprématie technologique d'Israël, c'est un peu contradictoire avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Oui. Parce que dans le 7 octobre, alors c'était pas le même service de renseignement. Non. Là, c'est le Mossad, visiblement, sous toute réserve. Et puis, le 7 octobre, c'était plutôt le Shin Bet. Donc, oui, mais moi, je suis prudent, contrairement à toi. Ils n'ont pas revendiqué. Et donc, ils revendiqueront jamais. Mais alors, c'est assez contradictoire, parce qu'ils n'ont rien vu venir sur la pénétration de leur territoire et les kibbutz le 7 octobre. Et aujourd'hui, ils ont réussi cette opération absolument phénoménale. Aujourd'hui, donc voilà, c'est un peu contradictoire. Simplement sur l'affaire du nord d'Israël et de ce qui se passe avec la frontière libanaise, Israël demande depuis des années et des années au Hezbollah de reculer de 10 km. De 10 km à l'intérieur du Liban. Le Hezbollah refuse. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU disant au Hezbollah, vous devez reculer de 25 km. Israël s'est mis d'accord et a proposé 10 km et le Hezbollah refuse. Bon, écoutez, tant que le Hezbollah refusera de reculer de 10 km à l'intérieur du territoire libanais, ça va continuer et ça va empirer, forcément. Jean-Pierre, Denis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Kingsman, mais ça y fait penser, c'est assez fascinant. D'ailleurs, c'est pas complètement nouveau que la réalité et la fiction se répondent. On peut penser, cette opération, elle vient d'assez loin, ça se prépare de longue date. La vengeance est un plat qui se mange froid. Les services israéliens sont donc toujours bons sur ce terrain-là. Et voilà, donc après... effectivement, on a parlé de l'Iran tout à l'heure. Si le Hezbollah ne recule pas, c'est parce que ses chefs à Téhéran ne veulent pas qu'il recule. Bien sûr. Là, il y a un rapport de force qui est un petit peu rétabli. Il faut quand même se souvenir que la capacité militaire du Hezbollah demeure. C'est une défaite symbolique, c'est une défaite politique. C'est pas de même nature que le 7 octobre, parce que ce qui s'est passé, évidemment, le 7 octobre est d'une toute autre nature, mais le 7 octobre, il s'est passé quelque chose de très important, c'est que en fait, finalement, le mythe, en fait, de l'invincibilité israélienne a été brisé par cette attaque. Et là, il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que le Hezbollah est décrédibilisé de l'intérieur parce que, évidemment, il y a des complicités. Forcément. Il y a une corruption. Et complicité. Un mot, Jean-Luc, sur cette opération. Oui. On est dans le cadre de géopolitique et aussi de mélange des genres au niveau international sur la vente d'armes et sur les dispositions industrielles et qui touchent souvent à la vente d'armes. Israël est très fort par rapport à ça, mais c'est pas le seul pays qui est très fort par rapport à ça, parce que l'Iran est assez fort aussi par rapport à ce genre de schéma. Pourquoi je dis le 7 octobre, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de journalistes israéliens et même de gens qui ont fait des études sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Un certain nombre de personnes en Israël avaient dit attention, il se prépare quelque chose. Il y avait eu des avertissements. Je suis obligé de vous couper, Jean-Luc, parce qu'il faut rendre l'antenne. C'est André Berkoff qui prend le relais dans un instant. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.